Je n'avais plus la force de me relever. Une phrase nue, épuisée, prononcée par une femme que le monde croyait protégée par un conte de fées princier. Derrière les titres, les cérémonies et les sourires officiels, ce n'est pas une accusation qui surgit, mais un aveu vital, celui d'un silence devenu insupportable. Comment un mariage princier a-t-il pu se transformer en prison invisible? Le mariage célébré à Rome a été présenté comme un moment suspendu, presque irréel. Une basilique majestueuse, des invités venus de toute l'Europe, des caméras braquées sur chaque geste. Tout semblait réglé pour inscrire cette union dans l'histoire. La cérémonie n'était pas seulement un événement intime. Elle devenait un spectacle collectif, une promesse offerte à un pays entier. La France regardait l'une des siennes entrer dans un autre monde, celui des princes, des lignées anciennes, des récits hérités du passé. Clotilde Courreau apparaissait alors comme une figure idéale. Actrice reconnue, indépendante, sensible, elle incarnait une modernité élégante. En l'épousant, le monde princier semblait s'ouvrir, s'assouplir, se rapprocher du réel. Elle ne renonçait pas à son identité, croyait-on. Elle l'élargissait. Aux yeux du public, elle ne quittait pas la scène, elle changeait simplement de décor. Une femme libre devenait princesse sans perdre son âme. C'est du moins ce que l'on voulait croire. La presse a immédiatement saisi la puissance symbolique de cette histoire. Les titres parlaient d'un couple mythique, d'une alchimie rare entre tradition et modernité. Les photos étaient choisies avec soin. Les sourires semblaient naturels, les regards complices. Chaque apparition renforçait l'idée d'un équilibre parfait. Lui, héritier d'une dynastie ancienne, porteur d'un nom chargé d'histoire. Elle, artiste française, incarnation de grâce et d'émotion. Ensemble, ils représentaient une réconciliation entre deux mondes que tout opposait en apparence. Cette narration a trouvé un écho profond dans l'imaginaire collectif. La France aime les histoires de métamorphose, surtout lorsqu'elles concernent l'une de ses actrices. Voir Clotilde Courreau devenir princesse, c'était projeter l'idée que le rêve reste possible, que l'amour peut franchir les frontières sociales, culturelles, symboliques. Ce mariage offrait une échappatoire à la banalité du quotidien. Il permettait de croire que la beauté, la sincérité et la reconnaissance publique pouvaient coexister durablement. Le public n'a pas seulement observé cette union. Il s'y est attaché. Il avait besoin qu'elle fonctionne. Dans un monde souvent marqué par la désillusion, ce couple devenait une preuve rassurante. La preuve que certains récits échappent encore à l'usure du temps. La presse, consciente de cette attente, a nourri le mythe avec constance. Les zones d'ombre étaient tues. Les silences interprétés comme de la pudeur. Les absences expliquées par les contraintes du devoir. Mais plus l'image était lisse, plus elle devenait fragile. À force de perfection, quelque chose sonnait faux. Trop de maîtrise, trop d'élégance, trop de retenue. Derrière les sourires impeccables, aucune aspérité ne semblait exister. Aucun désordre, aucune faille visible. Et c'est précisément là que le doute s'installe. Lorsqu'un récit ne laisse aucune place à l'imprévu, il cesse d'être humain. Ce mariage paraissait irréprochable, presque figé. Trop parfait pour être vrai. Clotilde Courreau n'a pas seulement épousé un homme. Elle est entrée dans une lignée, dans un héritage ancien, dans une structure qui dépasse largement l'intimité d'un couple. En devenant l'épouse d'un prince de la maison de Savoie, elle a intégré un système où l'individu compte moins que ce qu'il représente. Il ne s'agissait plus seulement d'aimer ou d'être aimé. Il fallait incarner, symboliser, prolonger une histoire collective. La maison de Savoie n'est pas une famille ordinaire. C'est une institution. Un nom chargé de siècles de pouvoir, d'exil, de devoir et de mémoire. Chaque geste, chaque apparition, chaque parole s'inscrit dans une continuité qui ne tolère ni improvisation ni débordement. On ne vit pas librement dans un tel cadre. On occupe une fonction. On assume un rôle écrit bien avant sa naissance. En entrant dans cet univers, Clotilde a dû accepter une logique où l'image prévaut sur le ressenti, où la retenue est une vertu cardinale. Le protocole n'est pas toujours visible, mais il est omniprésent. Il s'impose dans la posture, dans le ton, dans le silence même. Il dicte la manière de se tenir, de sourire, de regarder. Il transforme la vie quotidienne en une succession de représentations maîtrisées. Rien n'est laissé au hasard. Tout est évalué. Tout est observé. Pour une artiste habituée à explorer ses émotions, à les exposer, à les transformer en matière vivante, ce cadre agit comme une compression lente. Clotilde venait d'un monde fondé sur la sensibilité, l'instinct, la liberté intérieure. Le métier d'actrice repose sur l'écoute de soi, sur l'acceptation de la fragilité, sur la capacité à dire ce qui tremble. À l'inverse, l'univers princier valorise le contrôle, la solidité apparente,
la discrétion absolue. Ce décalage n'a pas provoqué de conflit immédiat. Il a agi en silence, jour après jour, comme une tension constante entre ce qu'elle était et ce qu'elle devait devenir. Très vite, une transformation s'est opérée. Certains choix artistiques ont été repoussés, puis abandonnés. Certaines envies ont été mises entre parenthèses. Il fallait être disponible, présentable, irréprochable. Moderne, mais jamais dérangeante. Visible, mais jamais trop expressive. Chaque concession semblait raisonnable prise isolément. Ensemble, elles formaient un renoncement progressif à une part essentielle de son identité. Le rôle était clair. Elle devait être la princesse idéale, élégante, discrète, rassurante. Une figure d'équilibre entre tradition et modernité. Mais ce rôle laissait peu de place à la femme. Peu de place à la fatigue, au doute, à la colère. Or les émotions ne disparaissent pas lorsqu'on les tait. Elles s'accumulent. Elles se déplacent. Elles s'inscrivent dans le corps. Clotilde a commencé à ressentir un écart grandissant entre son image publique et sa réalité intérieure. Ce conflit n'était pas spectaculaire. Il n'y avait ni scandale, ni rupture visible. Il s'agissait d'une dissonance lente, presque imperceptible. Un malaise diffus. Une impression de jouer un personnage sans jamais quitter la scène. L'amour, dans ce contexte, se retrouvait contraint par des règles implicites. Il devait rester digne, contenu, compatible avec l'institution. L'expression spontanée devenait risquée. La vulnérabilité, inappropriée. Peu à peu, la symbolique a pris le pas sur le vécu. Être princesse signifiait représenter quelque chose de plus grand que soi, parfois au prix de soi. Clotilde a tenté de s'adapter, de comprendre, de faire cohabiter ces deux mondes. Mais l'écart entre l'artiste libre et la figure institutionnelle ne cessait de s'élargir. Entre l'émotion personnelle et le symbole royal, un choix implicite s'imposait sans jamais être formulé. Et ce choix, à long terme, ne pouvait qu'épuiser celle qui devait en porter seul le poids. Emanuele Filiberto a grandi dans un univers où la retenue est une valeur cardinale. Dès l'enfance, on lui a appris que porter un nom impose une posture. Il fallait être solide, maîtrisé, digne en toutes circonstances. Les émotions n'étaient pas niées, mais reléguées à l'arrière-plan. Elles ne devaient jamais guider les décisions, encore moins s'exposer. Dans ce monde, parler de ses failles revient à affaiblir ce que l'on représente. Le silence devient alors une forme de protection, presque une seconde nature. Il a été éduqué dans l'idée que la responsabilité précède le désir, que le devoir passe avant l'élan personnel. L'amour lui-même s'inscrit dans une logique de continuité et de stabilité. Il doit rassurer, structurer, ne pas déborder. Cette vision forge des hommes capables de tenir debout sous la pression, mais souvent démunis lorsqu'il s'agit d'exprimer ce qu'ils ressentent. Emanuele Filiberto n'a jamais appris à mettre des mots sur ses doutes. Il a appris à les contenir, à les traverser seul, sans bruit. Clotilde Courreau vient d'un monde radicalement différent. Elle a construit son identité dans l'exploration des émotions. Être actrice signifie écouter ce qui vibre, ce qui fait mal, ce qui déborde. Sa sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un outil. Elle vit dans le langage du corps, du regard, de la parole partagée. Pour elle, aimer implique de dire, de montrer, de ressentir pleinement. Le lien affectif se nourrit de présence, d'échange, de chaleur. Cette différence fondamentale n'a pas été perçue comme un obstacle au début. Au contraire, elle semblait complémentaire. La rigueur de l'un, la sensibilité de l'autre. La solidité face à la spontanéité. Mais avec le temps, ce qui semblait équilibré est devenu dissonant. Là où Clotilde cherchait la parole, Emanuele Filiberto opposait le silence. Là où elle attendait un geste, il offrait une retenue polie. Aucun des deux n'agissait par cruauté. Il parlait simplement des langages émotionnels incompatibles. Les apparitions publiques donnaient l'illusion d'une parfaite harmonie. Les cérémonies étaient impeccables. Les sourires maîtrisés. Les gestes mesurés. Tout semblait fluide, élégant, presque naturel. Les photographies figeaient un couple uni, rassurant, conforme à l'image attendue. Mais ces moments n'étaient que des parenthèses. Une fois les portes refermées, le décor changeait. Le silence prenait toute la place. L'espace intime se vidait de sa chaleur. Dans la vie privée, Clotilde ressentait une distance grandissante. Elle partageait un toit, mais pas une présence. Les échanges devenaient fonctionnels, rares, prudents. Les silences s'allongeaient sans être expliqués. Elle cherchait à comprendre, à créer des ponts, à provoquer des discussions. Elle voulait réparer, ajuster, rapprocher. Face à elle, Emanuele Filiberto restait souvent fermé,
comme protégée derrière une barrière invisible. Non par indifférence, mais par incapacité à faire autrement. Peu à peu, deux rythmes se sont installés. Deux manières d'habiter le quotidien. Clotilde vivait dans l'attente d'un signe, d'une reconnaissance émotionnelle. Lui avançait dans la continuité de ses obligations, convaincue que la stabilité matérielle et symbolique suffisait à maintenir le lien. Cette divergence a créé une solitude sourde. Une solitude d'autant plus douloureuse qu'elle n'était jamais reconnue comme telle. La maison qu'ils partageaient ressemblait de plus en plus à un lieu de passage. Deux existences parallèles se croisaient sans réellement se rencontrer. Les moments de complicité devenaient exceptionnels. Les regards ne se cherchaient plus. Les gestes tendres se faisaient rares, presque maladroits. Clotilde avait l'impression de disparaître doucement, de devenir une présence décorative, utile à l'image mais absente du cœur. Cette situation a généré un déséquilibre profond. Plus Clotilde exprimait son mal-être, plus elle se heurtait à une forme de distance émotionnelle qu'elle interprétait comme un rejet. De son côté, Emanuele Filiberto percevait ses demandes comme une remise en question de ce qu'il était capable d'offrir. Chacun se sentait incompris. Chacun se repliait sur ses propres mécanismes de défense. Là où l'un voyait une absence d'amour, l'autre voyait une incapacité à répondre autrement. Le malentendu s'est enraciné. Aucun conflit ouvert ne venait l'exposer. Tout se jouait dans les non-dits, dans les attentes déçues, dans les gestes qui n'arrivaient jamais. L'amour, pris entre deux conceptions opposées, s'est peu à peu figé. Deux mondes émotionnels coexistaient sous le même toit, sans jamais se rejoindre. L'un réclamait de la chaleur et de la parole. L'autre offrait de la constance et du silence. Cette asymétrie a lentement vidé la relation de sa substance. Sans cri, sans scandale, sans rupture immédiate. Juste une érosion continue. Une distance devenue norme. Une vie à deux qui ressemblait de plus en plus à deux solitudes organisées. L'usure ne s'est pas imposée comme une chute brutale. Elle s'est installée lentement, par couches successives, presque imperceptibles. Chaque jour ajoutait un poids minuscule, supportable pris isolément, écrasant une fois accumulé. Il n'y avait pas d'explosion, pas de scandale, pas de scène. Seulement une fatigue diffuse qui s'infiltrait dans le corps et l'esprit. Une lassitude qui ne disparaissait plus au réveil. Une sensation d'effort permanent pour simplement tenir debout. Clotilde a commencé à douter d'elle-même. Non pas par faiblesse, mais parce que le silence finit toujours par se retourner contre celui qui le porte. Quand rien n'est nommé, tout devient interprétation. Elle se demandait si elle était trop sensible, trop exigeante, trop émotive. Elle cherchait l'erreur dans son propre comportement. Elle se demandait ce qu'elle aurait dû faire autrement, dire autrement, être autrement. L'idée insidieuse s'est imposée qu'elle n'était peut-être pas à la hauteur de ce rôle, pas assez forte pour ce monde, pas assez solide pour cette vie. Certaines phrases prononcées sans intention de blesser ont laissé des traces profondes. Des remarques sur la retenue à adopter, sur la nécessité de se montrer discrète, sur l'importance de l'image. Rien de frontal, rien de cruel en apparence. Juste des mots ordinaires, répétés, qui finissent par s'ancrer. À force de les entendre, elle a commencé à se voir à travers ce regard extérieur. Un regard qui évalue, qui corrige, qui ajuste. Un regard qui ne contemple plus, mais qui mesure. La pression médiatique ajoutait une couche supplémentaire à cette fatigue intérieure. Chaque apparition publique devenait un examen silencieux. Chaque sourire était scruté, chaque geste interprété. Elle devait être parfaite sans jamais montrer l'effort que cela exigeait. La moindre fissure risquait d'être commentée, amplifiée, transformée en signe de faiblesse. Cette vigilance constante ne la quittait jamais. Même dans les moments supposés intimes, l'ombre du regard public restait présente. Les obligations familiales et institutionnelles renforçaient ce sentiment d'étouffement. Il fallait être présente, disponible, irréprochable. Répondre aux attentes sans jamais les questionner. Honorer un nom, une lignée, une image. Tout était cadré, implicite, non négociable. Les marges de liberté se réduisaient. Les espaces de respiration disparaissaient. Clotilde avait l'impression de vivre dans une succession de devoirs sans fin, sans espace pour déposer sa fatigue. La maison elle-même cessait d'être un refuge. Elle devenait un prolongement de cette pression extérieure. Un lieu où le silence n'apaisait plus, mais pesait. Les conversations se faisaient rares. Les regards se croisaient sans se rencontrer. Elle pouvait parler, mais avait le sentiment de ne pas être entendue. Elle pouvait être présente, mais sans être réellement vue. Cette invisibilité progressive était la blessure la plus profonde. Ne plus être vue, ce n'est pas seulement manquer d'attention. C'est perdre sa place dans le regard de l'autre.
C'est avoir l'impression de disparaître lentement, sans bruit. Clotilde se sentait là sans être reconnue dans ce qu'elle ressentait. Elle n'était plus une femme avec ses fragilités et ses élans. Elle devenait une fonction, une silhouette, un rôle bien tenu. Plus elle tentait d'exprimer son mal-être, plus elle se heurtait à une forme de neutralité qui la renvoyait à sa solitude. La fatigue émotionnelle a fini par se manifester physiquement. Le corps se crispait. Le sommeil se fragmentait. Le plaisir des choses simples s'éteignait. Elle se forçait à sourire, à assurer, à avancer. Mais à l'intérieur, quelque chose se vidait. La joie devenait lointaine. Le désir de créer s'émoussait. Elle se sentait coupée de ce qui faisait sa vitalité. Ce processus n'a pas détruit la relation d'un seul coup. Il l'a vidée de sa substance. L'amour, privé d'échanges sincères et de reconnaissance mutuelle, se réduisait à une coexistence polie. Clotilde portait de plus en plus seule le poids du lien. Elle tentait de maintenir une unité qui ne reposait plus sur un partage réel. Le sentiment de ne plus être vue a fini par tout envahir. Il n'y avait plus de colère franche, plus de révolte claire. Seulement une tristesse calme, persistante. Une impression d'être enfermée dans une vie qui ne lui ressemblait plus. Une fatigue sans cause précise, mais aux racines profondes. L'usure avait accompli son travail. Sans bruit, sans témoin, jusqu'à rendre le silence insupportable. Les rumeurs ont commencé comme un bruit lointain, presque anodin. Des chuchotements lors de soirées mondaines, des regards échangés entre journalistes, des phrases laissées en suspens. Un nom revenait avec insistance, Adriana Abascal. Rien n'était affirmé. Rien n'était prouvé. Mais l'absence de démenti, la gêne perceptible, la distance soudaine donnaient à ces murmures une force particulière. Dans certains couples, une vérité n'a pas besoin d'être dite pour exister. Face aux questions, il n'y avait pas de confrontation claire. Seulement des réponses vagues, des silences prolongés, des esquives. La parole devenait rare, prudente, presque mécanique. Ce n'était pas la présence éventuelle d'une autre femme qui blessait le plus. C'était l'impossibilité d'obtenir une parole simple, rassurante, humaine. Le silence, une fois encore, prenait toute la place. Il disait ce que les mots refusaient d'exprimer. La distance ne datait pourtant pas de ces rumeurs. La séparation était déjà là, installée depuis longtemps dans les gestes et dans les regards. Ils vivaient côte à côte sans partager réellement leur vie. Des existences parallèles maintenues par l'habitude, par l'image, par le devoir. Lorsqu'il a été reconnu publiquement qu'ils étaient séparés depuis des années, cela n'a fait que confirmer une réalité ancienne. Pour Clotilde, cette annonce n'était pas une rupture. C'était la mise en lumière d'un éloignement déjà consommé. Elle a continué à tenir. Pour ses filles d'abord. Pour leur offrir une stabilité apparente, un cadre rassurant, une continuité. Elle voulait les protéger de la violence des mots, des titres, des interprétations. Elle croyait encore qu'en préservant l'image, elle préserverait l'essentiel. Elle s'accrochait à l'idée qu'un équilibre restait possible, même fragile, même imparfait. Elle espérait, malgré tout, une réparation tardive. L'image publique comptait aussi. Elle savait ce que représente une séparation dans un tel contexte. Les jugements, les raccourcis, les récits imposés. Elle ne voulait pas devenir un symbole d'échec. Elle refusait que sa vie intime soit réduite à une chronique mondaine. Cette tenue la poussait à prolonger une situation qui la vidait un peu plus chaque jour. Elle se disait que tenir encore était une preuve de maturité, de responsabilité, de loyauté. Mais l'espoir, lorsqu'il n'est plus partagé, se transforme en charge. À force de porter seule ce qui devait être commun, Clotilde s'est épuisée. Elle continuait à se lever, à sourire, à assurer les apparitions nécessaires. À l'intérieur, le doute s'installait de manière plus nette. Non plus un doute diffus, mais une certitude douloureuse. Quelque chose était définitivement rompu. Le moment de bascule est arrivé sans éclat. Un soir ordinaire. Un miroir. Un visage fatigué, tendu, presque étranger. Aucun artifice, aucun rôle à jouer. Juste elle, face à elle-même. Elle a cherché dans ce reflet la femme qu'elle avait été, celle qui riait, qui désirait, qui créait. Elle ne l'a pas reconnue. Cette absence a été plus violente que toutes les rumeurs. Dans ce silence, une pensée s'est imposée avec une clarté brutale. Ce mariage n'était plus un choix commun. Il ne reposait plus sur un engagement partagé, mais sur une inertie entretenue par la peur et l'habitude. Elle comprenait enfin que continuer ainsi ne relevait plus de l'amour, mais de la disparition progressive de soi. Cette prise de conscience n'a pas apporté de soulagement immédiat. Elle a d'abord provoqué un vertige. Accepter que ce qui avait été un rêve devienne une impasse.
Reconnaître que tenir n'était plus une vertu, mais une forme d'abandon. À partir de cet instant, quelque chose s'est déplacé en elle. Elle ne cherchait plus à sauver une image. Elle cherchait à se sauver elle-même. La rumeur n'a été que le déclencheur. La séparation, une formalité tardive. Le véritable bouleversement s'est produit à l'intérieur. Dans cette certitude silencieuse qu'il n'y avait plus de retour possible. Que l'amour, privé de réciprocité, ne pouvait plus être un refuge. Que continuer à se taire revenait à disparaître. Ce jour-là, Clotilde a compris que la fin d'un mariage pouvait aussi marquer le début d'une lucidité nécessaire. Parler est devenu une nécessité vitale. Non pour accuser, non pour salir, non pour régler des comptes. Parler pour ne pas disparaître. Après des années de retenue, Clotilde a compris que le silence n'était plus une protection, mais une menace. Continuer à se taire revenait à consentir à son propre effacement. La parole n'était pas une arme. Elle était un moyen de rester debout. Lorsqu'elle a décidé de s'exprimer, elle l'a fait sans colère apparente, sans désir de vengeance. Ses mots étaient simples, presque retenus. Elle n'a pas dressé de réquisitoire. Elle a raconté un vécu. Une fatigue ancienne. Une solitude installée. Une douleur silencieuse. Cette sobriété a donné à son témoignage une force particulière. Elle ne cherchait pas à convaincre. Elle disait ce qu'elle avait traversé. Cette parole a trouvé un écho immédiat. Bien au-delà de son histoire personnelle. Des femmes, des hommes, se sont reconnus dans ce récit d'usure lente et d'invisibilité affective. Beaucoup ont entendu dans ces mots leur propre silence. La réaction du public n'a pas été celle du scandale, mais celle de l'empathie. Des messages de soutien. Des récits similaires. Une reconnaissance collective de ce que signifie se perdre dans une relation qui ne vous regarde plus. Pour la première fois depuis longtemps, Clotilde n'était plus observée comme une figure, mais entendue comme une personne. Elle n'était plus la princesse, ni l'épouse idéale, ni le symbole d'un conte brisé. Elle redevenait une femme qui parle de ce qu'elle a vécu sans chercher à se justifier. Cette reconnaissance a agi comme un soulagement. Non parce qu'elle réparait le passé, mais parce qu'elle validait enfin sa réalité. La reconstruction ne s'est pas faite dans le bruit. Elle a été progressive, intime, presque discrète. Retrouver le plaisir des gestes simples. Respirer sans tension. Se lever sans appréhension. Revenir à la création sans culpabilité. Reprendre possession de son temps, de ses choix, de son corps. Clotilde ne renaissait pas contre quelqu'un. Elle renaissait pour elle-même. Elle n'était plus définie par un titre, par un rôle, par une attente extérieure. Elle n'avait plus à incarner un idéal qui ne lui appartenait pas. Cette libération n'a rien d'héroïque. Elle est fragile, imparfaite, parfois douloureuse. Mais elle est réelle. Elle repose sur une décision essentielle. Celle de ne plus s'oublier. Son parcours révèle une vérité universelle. L'amour ne peut exiger l'effacement de l'un pour préserver le confort de l'autre. Aimer ne signifie pas se taire jusqu'à disparaître. Aimer ne justifie pas la perte de soi. Lorsqu'une relation impose le renoncement permanent à ce que l'on est, elle cesse d'être un lieu de croissance. La liberté n'est pas offerte. Elle se reconquiert. Elle demande du courage, de la lucidité, parfois une rupture avec ce que l'on a longtemps protégé. Dire la vérité n'efface pas la douleur, mais elle lui retire son pouvoir de destruction. En parlant, Clotilde n'a pas seulement mis fin à un silence. Elle a ouvert un espace où exister à nouveau était possible. Ce chemin n'annule pas le passé. Il lui donne un sens. La chute n'était pas une fin, mais un passage. La fin d'un rêve imposé a permis l'émergence d'une vie plus juste. Non plus vécue pour correspondre, mais pour être habitée pleinement.